Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter de nouvelles histoires tirées de la mythologie grecque. J'en ai préparé 3 pour ce soir. Déjà, on revivra la légende de Persée et de ses exploits, dont son combat contre Méduse. Ensuite, je vous parlerai du mythe du labyrinthe, dans lequel Thésée a dû s'aventurer pour affronter le Minotaure et s'enfuir avec Ariane. Et enfin, je vous raconterai le mythe de Prométhée, le titan qui avait offert le feu aux hommes et qui en avait été sévèrement puni. Comme toujours, on s'arrêtera aussi un peu sur le sens de ces mythes. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur notre condition humaine, à nous qui les écoutons des siècles et des siècles après leur création? Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent de la culture qui les a produits? Alors laissez l'attention quitter vos épaules, et si avant qu'on commence vous pouvez prendre quelques secondes pour vous abonner à ce programme, liker cet épisode ou commenter, je vous en serai reconnaissant. Et maintenant, allons-y, avec l'histoire de Persée, un des héros les plus populaires et les plus respectés dans la Grèce antique. Notre histoire commence dans un passé très ancien de la Grèce. Il y a tellement longtemps que les grandes cités grecques n'étaient pas encore les grandes villes qu'elles deviendraient. Et très peu de héros étaient encore apparus. C'était avant la guerre de Troie et l'Odyssée, longtemps avant l'époque d'Hercule aussi. Et les Grecs n'avaient pas encore commencé à explorer les mers ou à développer leur art et leur science. Dans cette Grèce très ancienne, il y avait un puissant royaume autour de la ville d'Argos, dans le sud de la Grèce. Son roi s'appelait Acrisios, et son grand problème était qu'il n'arrivait pas à avoir un fils, un héritier. Alors un jour, Acrisios alla consulter l'oracle d'Apollon à Delphes pour savoir pourquoi il n'arrivait pas à avoir un fils et ce qu'il devait faire pour y remédier. Et là, au lieu de répondre à sa question, l'oracle fit une prophétie assez sinistre. Il annonça à Acrisios qu'un jour, il serait tué par le fils de sa fille, par son petit-fils. Acrisios avait une fille, Danaé, et elle avait déjà l'âge de devenir mère. Alors, effrayé par la prophétie, Acrisios décida qu'il ne pourrait en aucun cas la laisser enfanter, et il décida de l'emprisonner. Dans la cour de son palais, à Argos, il fit construire une prison, une tour aux murs de bronze, avec de hauts murs et aucune fenêtre, qui ne permettrait à personne d'y entrer. La seule ouverture était en haut, elle donnait sur le ciel, et la pauvre Danaé fut placée dans cette tour. Le roi pensait que cette prison de métal empêcherait quiconque de concevoir un fils avec sa fille, et donc aucun petit-fils ne pourrait jamais le tuer. Mais l'oracle n'avait jamais dit que seuls des hommes ordinaires pourraient engendrer un fils avec Danaé. Il y avait aussi les dieux. Du sommet du mont Olympe, le roi des dieux, Zeus, avait suivi cette affaire, et le seul fait que Danaé ait été emprisonnée, donc difficile d'accès, l'avait rendue attractive pour lui. Alors une nuit, il descendit sur la tour de bronze,
sous la forme d'une pluie de petites étoiles dorées, une pluie d'or, qui émerveilla la princesse enfermée. Et cette nuit-là, il conçut un fils avec elle, Persée. Le bébé vint au monde, et le roi Acrisios réalisa que la prophétie avait commencé à s'accomplir. Il avait maintenant un petit-fils. Mais tuer son propre descendant, qui était en plus aussi le fils d'un dieu, était quand même impensable. Ça allait contre les lois, et ça pourrait provoquer la colère de Zeus. Il fallait en finir, mais de façon moins directe et évidente. Alors il décida que la mère et l'enfant seraient enfermés dans une caisse de bois, un coffre, et jetés à la mer. Peut-être que le coffre coulerait avec eux, ou peut-être qu'il s'échouerait sur une île perdue. Mais en tout cas, Danaé et Persée ne seraient plus des menaces pour lui, et ça lui éviterait d'apparaître comme un meurtrier. Et ainsi fut fait. La mère et l'enfant furent placés dans un coffre, cadenassé, jetés à la mer, et le coffre commença à dériver, partant vers un destin inconnu. La vie continua à Argos, et avec Danaé absente, perdue, le souvenir de la prophétie, de l'oracle, de la tour de bronze et de la fille du roi et de son bébé commencèrent à s'estomper. Mais le coffre de bois n'avait pas coulé. Pendant des jours, il avait dérivé, avec Danaé en prière et Persée pleurant dans l'obscurité de cette caisse qui prenait l'eau peu à peu. La fin semblait proche. Mais après ce qui parut une éternité à Danaé, la caisse arrêta de bouger. Elle s'était échouée sur un rivage inconnu. Et la mère, avec son enfant, put s'en extraire pour revoir la lumière du soleil. Cette plage était sur une île du nom de Sériphos, et à proximité vivaient des pêcheurs. L'un d'eux trouva Danaé et Persée, et il les recueillit. Danaé n'était plus princesse, mais elle avait gagné sa liberté. Le pêcheur était pauvre, mais c'était un homme droit et bon. Alors ils se mirent en ménage, et pour eux comme pour Persée, commença une période de bonheur, malgré la pauvreté. Ils vivaient dans un village, simplement, près de la côte, et le pêcheur éleva Persée comme son propre fils. Pendant 16 ans, il lui apprit à pêcher, à survivre, et à être satisfait avec le strict nécessaire, qui était leur condition. Mais Danaé était la fille d'un roi, et Persée le fils d'un dieu. Il était inscrit dans les fils de la destinée que leur vie ne pourrait pas être ordinaire et se résumer à une existence heureuse et monotone. L'île de Sériphos formait un royaume, un petit royaume, et il y avait un roi, un dénommé Polydecte, qui aimait faire régulièrement le tour de son île pour inspecter ses domaines. Alors que Persée approchait l'âge adulte, Polydecte visita leur village, et il posa les yeux sur Danaé, qui était restée très belle malgré le passage des années et la vie rude du village. Elle lui plut, et il commença à lui rendre visite régulièrement, ou du moins il essaya, parce que Persée était très protecteur avec sa mère. Il s'arrangeait pour que Danaé et Polydecte ne soient jamais laissés seuls. Le roi n'avait pas bonne réputation. On le disait calculateur, envieux et aussi lâche. Il régnait par la ruse, et il était importuné par Persée,
mais il n'osait pas l'affronter directement. Alors, comme il en avait l'habitude, il imagina un stratagème pour se débarrasser de Persée en l'envoyant en exil. Il organisa un banquet pour tous les habitants riches de l'île, auquel il convia aussi Danaé et Persée. Tous les invités devaient apporter un cadeau pour leur hôte, comme le voulait la coutume, et il leur demanda de lui offrir des chevaux, parce qu'il les collectionnait. Pour presque tous les invités, ça n'était pas un problème. Ils possédaient tous de nombreux chevaux. Mais Persée n'avait rien. Et donc il dut se présenter au banquet les mains vides, ce qui était une insulte envers le roi. Malgré l'humiliation et l'injustice, Persée garda son calme, et il demanda à Polydecte ce qu'il pourrait lui apporter comme cadeau. Quelle que soit sa demande, il dit qu'il ferait l'impossible pour lui rapporter. C'était une promesse risquée et exactement ce que le roi attendait. Il demanda à Persée de lui apporter un cadeau impossible, inaccessible, la tête de Méduse. Méduse était l'une des 3 Gorgones, 3 sœurs monstrueuses, qui existaient depuis l'aube des temps. Elles avaient des corps de femmes, mais au lieu d'avoir des cheveux, leur tête était couverte de serpents, des serpents venimeux, et leur visage était effrayant, déformé, et donnant sans cesse l'impression qu'elles étaient enragées. 2 des Gorgones, Euryale et Sténo, étaient immortelles, mais leur sœur, Méduse, ne l'était pas. Elle pouvait être tuée, mais seulement en théorie, parce que personne ne pouvait l'approcher. Son seul regard tuait tout être vivant, elle pétrifiait ceux qui croisaient son regard. Et donc, en pratique, Méduse était invulnérable, presque autant que ses 2 sœurs. Le fils adoptif d'un pêcheur, comme Persée, n'était évidemment pas capable d'affronter une telle créature. Et pour le roi, il était évident que Persée allait échouer et probablement mourir. Danaé serait à lui. Ce qu'il ignorait, c'est que Persée était un demi-dieu, pas un simple mortel, et qu'il recevrait l'aide des dieux. Zeus avait eu beaucoup d'enfants, et il ne les élevait jamais. En général, il oubliait leur mère immédiatement après avoir obtenu d'elle ce qu'il voulait. Mais il n'oubliait pas complètement ses enfants, et il gardait un œil sur eux. C'était aussi le cas de la déesse Athéna, qui se sentait proche de l'humanité, et qui cherchait souvent à aider les héros à accomplir leurs exploits et à triompher des obstacles que le destin dressait sur leur chemin. Alors que Persée avait reçu la demande de Polydecte, qui équivalait en pratique à une condamnation à mort, elle lui apparut dans un rêve. Elle lui révéla que pour combattre Méduse, il aurait besoin d'armes, sans quoi il n'aurait aucune chance. Et pour obtenir ces armes, il faudrait qu'il trouve les Hespérides, qui gardaient des armes et qui pourraient l'aider. Les Hespérides étaient 3 nymphes, des divinités mineures de la nature, qui vivaient dans un magnifique jardin, un verger, appartenant à Héra, la femme de Zeus. Elles entretenaient et gardaient ce verger qu'aucun mortel n'avait jamais visité, ni même trouvé. Son emplacement était inconnu, et la seule façon de savoir où il était serait de le demander au gré.
Il y avait plusieurs triades de créatures divines ou immortelles. Les 3 gorgones formaient l'un de ces trios, les Hespérides un autre, aussi gracieuses et charmantes que les gorgones étaient repoussantes. Les Grées étaient un autre groupe de 3 sœurs, 3 vieilles femmes, qui étaient apparues dans des temps immémoriaux, déjà vieilles dès leur création. Les 3 Grées restaient toujours ensemble, parce qu'elles partageaient un même esprit commun et un œil unique qu'elles se passaient à tour de rôle. Personne ne comprenait vraiment si elles étaient 3 personnes distinctes ou un même être avec 3 corps. Mais elles avaient reçu une immense connaissance de tout ce qui existait dans le monde. Elles en savaient plus que n'importe quel homme, et même plus que les dieux eux-mêmes. Elles sauraient sûrement où se trouvait le jardin des Hespérides et comment obtenir l'aide des 3 nymphes. Alors, à son réveil, Persée savait maintenant ce qu'il lui restait à faire, et il suivit à la lettre les conseils d'Athéna. Il construisit un radeau et il quitta l'île, entamant une quête qui deviendrait légendaire. Guidé par Athéna, il trouva l'île des Grées. Les 3 créatures vivaient dans une grotte et ne recevaient jamais de visiteurs. Mais elles ne furent pas surprises de la visite de Persée, puisqu'elles connaissaient les fils du destin, et depuis l'aube des temps, elles savaient que ce jour précis, Persée, fils de Zeus et de la mortelle Danaé, se présenterait à elles. Elles savaient aussi ce qu'il adviendrait ensuite, et, comme toujours, elles laissèrent les choses se faire. Alors que les 3 vieilles femmes se passaient l'œil de l'une à l'autre pour voir leur visiteur, il en profita pour s'en emparer, rendant les 3 Grées aveugles. Et il offrit de leur rendre leur œil contre l'information qu'il était venu chercher, l'emplacement du jardin des Hespérides. Ce jardin était situé sur un autre plan de la réalité, une autre dimension, et il ne pouvait être trouvé dans le monde physique. Mais les Grées avaient le pouvoir de guider quelqu'un jusqu'au jardin, et comme il avait été écrit depuis toujours, elles acceptèrent le marché. Elles acceptèrent d'y envoyer Persée en échange de leur œil. Et ainsi fut fait. Par des formules magiques, elles envoyèrent Persée jusqu'au jardin. Elles récupérèrent leur œil, et, à nouveau seules, elles retournèrent à leur attente éternelle. Le jardin des rats était le lieu le plus similaire au paradis qui exista dans le monde. Il était couvert d'un tapis d'herbe parfaite. Les arbres portaient des fruits délicieux, et il y soufflait toujours une légère brise qui portait le parfum des fleurs. Il y avait bien des merveilles à découvrir dans ce jardin, mais Persée ne perdait pas sa mission de vue, et il ne laisserait rien le distraire. Il trouva les nymphes, et à sa surprise, elles n'étaient pas seules. Athéna les accompagnait, ainsi qu'Hermès, le messager des dieux, et surtout Zeus, son propre père. Ils avaient tous apporté des cadeaux pour lui, qui l'aideraient à accomplir sa quête et à triompher de Méduse. Les Hespérides lui donnèrent un sac spécial, qui pouvait contenir la tête de Méduse en annulant son pouvoir terrifiant. Parce que même s'il tuait la créature et emportait sa tête, elle garderait son pouvoir de pétrifier tous ceux qui croiseraient son regard. Zeus lui donna une épée, une arme magnifique
faite de diamants, et un casque appelé la cunée. Ce casque, la cunée, appartenait à son frère, Hadès, le dieu du monde souterrain. Et c'était un casque d'invisibilité. Celui qu'il portait disparaissait de la vue de tous ceux qui l'entouraient. Hermès confia à Persée une paire de sandales ailées. Elles étaient magiques et elles permettaient de voler. Et pour finir, Athéna lui offrit un bouclier parfaitement poli, tellement poli et parfait qu'il reflétait presque aussi bien qu'un miroir. Maintenant équipé de ces armes formidables, Persée fut renvoyé dans notre monde, et il prit la route de la caverne des Gorgones, le lieu où vivaient Méduse et ses 2 sœurs, un lieu qu'aucun homme saint d'esprit n'aurait osé approcher. Dans la caverne, Méduse était endormie, mais elle risquait de se réveiller à tout instant, et Persée devait être très prudent. Méduse n'avait pas toujours été un monstre. Elle était différente de ses sœurs, parce qu'elle avait autrefois été humaine, et elle était devenue une gorgone à la suite d'une malédiction jetée par Athéna. Il y a longtemps, Méduse était une prêtresse d'Athéna, et elle vivait dans son temple. Mais un jour, le dieu Poséidon visita le temple, et il abusa d'elle, qui n'osa pas résister à un dieu, et qui de toute façon n'avait pas la force de le faire. Quand Athéna apprit ce qui s'était passé, elle fut sans merci, et décida de punir la prêtresse, même si rien de ce qui était arrivé n'était de sa faute. Le temple avait été profané, et quelqu'un devait payer pour cet acte, coupable ou innocent. Ça ne pouvait pas être Poséidon, parce qu'il était un dieu, et Athéna n'avait pas ce pouvoir. Alors ce fut Méduse. Et c'est pourquoi Méduse fut maudite. Des serpents sortirent de sa tête, son visage devint éternellement grimaçant, et son regard devint mortel, capable de changer en pierre les êtres vivants. Elle fut envoyée vivre avec les autres gorgones, loin de l'humanité, là où personne ne pourrait plus la voir, et encore moins la désirer, comme Poséidon l'avait fait. À la suite de cette tragédie et de cette injustice, Méduse était devenue folle, et elle s'était transformée, à cause de cette folie, en ce monstre qu'elle était maintenant, victime du destin et de la loi des dieux. Alors, pour éviter de croiser son regard directement, Persée approcha en regardant son reflet dans le bouclier offert par Athéna. Et quand il fut assez proche, il lui trancha la tête, avant de la placer dans le sac offert par les Hespérides. Ce que tous ignoraient, c'est que de l'accouplement de Méduse et Poséidon, il y a bien longtemps, 2 créatures avaient été conçues. Mais à cause de la malédiction d'Athéna, elles ne pouvaient pas naître. La mort de Méduse mit un terme à la malédiction, et de son corps, inanimé, jaillirent 2 êtres fantastiques. Déjà un cheval ailé, magnifique, Pégase, et un demi-dieu, Chrysaor. Mais Persée n'eut pas le temps de leur accorder son attention, parce que les 2 autres gorgones s'étaient réveillées, et venaient de découvrir que leur sœur avait été tuée. Elles se lancèrent à la poursuite de Persée pour venger Méduse. Mais Persée mit son casque d'invisibilité, et grâce à lui, il put s'enfuir de la caverne.
la partie la plus difficile de sa quête était accomplie. Il avait la tête de Méduse, et il devait maintenant retourner à Séryphos avec la tête, pour l'offrir au roi et laver son honneur. Mais il était écrit que ça ne serait pas si facile. La caverne des Gorgones était très loin de Séryphos. Persée était exténué, et il devait se reposer avant de rentrer. Alors, grâce aux sandales ailées d'Hermès, il vola loin de leur île, et il atteint un royaume gouverné par le roi Atlas. Il y avait un titan appelé Atlas, condamné à porter le poids du monde sur ses épaules. Mais celui-ci était un autre Atlas, un mortel. Ce roi Atlas possédait un fabuleux verger, qui était sa plus grande richesse, et qui faisait sa fierté. Des pommes d'or y poussaient sur de magnifiques pommiers. Mais Atlas avait reçu il y a longtemps une prophétie. Elle disait qu'un jour, un fils de Zeus arriverait chez lui et volerait ses pommes d'or. Les fils de Zeus étaient nombreux, mais par précaution, dès que Persée arriva dans son royaume, il lui refusa l'hospitalité et il lui ordonna de partir immédiatement. Ça allait contre les règles de l'hospitalité, encore plus s'agissant d'un demi-dieu comme Persée. Alors le héros ouvrit son sac, juste assez pour montrer à Atlas la tête de Méduse, aux yeux grands ouverts, figée dans la mort. La tête n'avait rien perdu de son pouvoir, et instantanément, Atlas fut transformé en pierre. Selon certaines traditions, même en une chaîne de montagnes, les monts Atlas en Afrique du Nord. Mais il n'y avait rien de plus pour Persée, dans ce royaume désormais sans roi. Alors, après s'être reposé, il reprit son voyage. Sur son chemin, il atteint un autre royaume, l'Éthiopie, au sud-est du monde. Alors que Persée poursuivait sa quête, un drame s'était noué en Éthiopie. Le royaume était gouverné par le roi Céphée et son épouse, la reine Cassiopée. Ils avaient une fille, Andromède, qui était extraordinairement belle. Tellement belle que ses parents et leurs sujets la comparaient volontiers à la déesse Aphrodite elle-même. Cassiopée, la mère, avait même une fois déclaré que la beauté de sa fille surpassait celle des Néréides, les nymphes marines qui accompagnaient souvent Poséidon et qui vivaient dans les mers du monde. Les Néréides étaient effectivement très belles, mais aussi vaniteuses et orgueilleuses. Alors elles allèrent se plaindre à Poséidon pour obtenir vengeance de cet affront, qu'on ose les comparer à une simple mortelle. Et Poséidon accéda à leur demande. Il se vengea contre le royaume d'Éthiopie en envoyant une grande inondation qui submergea le royaume et noya beaucoup de ses habitants. Avec cette inondation était arrivé un serpent de mer, énorme, monstrueux, qui détruisait tout et menaçait les rares survivants qui avaient trouvé refuge sur les collines et les montagnes d'Éthiopie. Un oracle avait été consulté, et il avait révélé que la seule façon de mettre fin à la colère de Poséidon serait d'offrir Andromède en sacrifice au serpent géant. Sa mort calmerait ce monstre, et il quitterait l'Éthiopie. Les eaux redescendraient,
et les Éthiopiens pourraient reconstruire leur royaume. Et donc, Andromède, à cause de la vanité des Néréides et des vantardises de sa mère, fut condamnée à être enchaînée, nue et sans défense, à un rocher, près de l'eau, où le serpent géant viendrait la dévorer. Or, juste au moment où Persée arrivait en Éthiopie, par coïncidence, ou peut-être parce que les fils du destin avaient été arrangés de cette manière, le sacrifice d'Andromède était sur le point d'avoir lieu. Elle était enchaînée au rocher, en larmes, priant pour son salut, et le monstre approchait. Persée vit cette scène, et il vola au secours d'Andromède. Il affronta le monstre avec ses armes divines. Il le tua, et il libéra Andromède. Au passage, il ne put pas s'empêcher de remarquer qu'elle était la femme la plus belle et la plus désirable qu'il ait jamais vue. En la sauvant, il avait gagné le droit de l'épouser, et il s'était épris d'elle très profondément. Alors il décida de se marier. Même si c'était compliqué, parce qu'Andromède avait été promise à un autre, son propre oncle, le frère de son père, un homme appelé Phinée. Le mariage de Persée et Andromède eut lieu, mais Phinée n'entendait pas perdre sa promise. Alors il mit au point un stratagème avec ses amis. Pendant le banquet qui clôturerait la noce, il ferait éclater une querelle et se battraient tous contre Persée. Persée était seul, ils étaient nombreux, et le héros n'avait aucun soutien en Éthiopie. Donc il devrait parvenir à le tuer, et Andromède retournerait à Phinée. Mais les choses ne tournèrent pas comme prévu pour les conspirateurs. Quand ils attaquèrent Persée pendant la soirée, le héros sortit la tête de Méduse de son sac pour la présenter aux assaillants. En un instant, ils furent tous transformés en statues, figés dans la pierre, dans leur posture agressive. Le mariage se conclut sur ces morts, mais Andromède était maintenant sa femme, et les deux en étaient heureux malgré tout. Il n'y avait rien pour eux en Éthiopie, après qu'Andromède ait été offerte en sacrifice par ses parents, et Persée attaqué le jour de son propre mariage. Alors le jour suivant, ils partirent, et ils prirent le chemin de Séryphos, où, peut-être, ils pourraient commencer une nouvelle vie. Le cheval ailé, Pégase, que Persée avait fait naître en tuant Méduse, les avait rejoints, et il devint la monture de Persée. C'est sur son dos que les jeunes mariés prirent le chemin de Séryphos. Persée atteindrait bientôt son île, mais pendant ses aventures, la situation de sa mère, Danaé, avait empiré. Pour échapper aux avances du roi, de Polydecte, elle avait dû quitter le village pour se cacher. En arrivant, Persée alla directement au palais de Polydecte, où il apparut, à la surprise générale. Tout le monde le croyait mort. Il annonça qu'il avait rapporté le prix demandé par le roi, la tête de Méduse. Il la sortit de son sac et la présenta au roi, le changeant immédiatement en pierre, tué par le propre stratagème qu'il avait inventé pour se débarrasser de Persée. Par cette victoire contre l'adversité, la grande épreuve de Persée prenait fin, et la vie reprit son cours, plus paisiblement. Il rendit les armes qu'on lui avait prêtées, les sandales d'Hermès, la cunée,
le casque d'invisibilité, et l'épée de Zeus, le bouclier, et il offrit aussi la tête de Méduse à Athéna, en cadeau pour son aide. Une nouvelle vie commençait pour Andromède et pour lui. Mais malgré tout, il restait cette ancienne prophétie, celle qui disait que le roi d'Argos, Acrisios, son grand-père, serait tué par son petit-fils. C'était la raison pour laquelle Danaé avait été emprisonnée dans sa tour de bronze il y avait bien longtemps, et ensuite jetée à la mer dans un coffre avec Persée. Le héros ne pensait pas se venger de son grand-père, mais les oracles ne se trompent jamais. Et d'une façon ou d'une autre, cette prophétie allait s'accomplir. Alors voilà comment. À l'époque, des jeux dans lesquels des athlètes entraient en compétition se tenaient dans les cités grecques. Et de jeunes athlètes voyageaient en Grèce pour s'y rendre. Persée se rendit à des jeux qui étaient organisés dans la ville de Larissa. Et en plus d'y briller par ses exploits sportifs, il y inventa un nouveau jeu. Une nouvelle épreuve, celle du palais. Dans cette discipline, de lourds anneaux de métal, de bronze, devaient être lancés à distance pour atterrir sur un pieu, ou le plus proche possible du pieu. C'était à la fois une épreuve de force et de précision. Persée faisait une démonstration de ce nouveau jeu, quand, par coïncidence, le roi Acrisios d'Argos passa par là, lui qui était aussi venu assister à ces jeux à Larissa. Il était maintenant vieux, il ignorait que Danaé et Persée étaient encore en vie, et le souvenir de la prophétie qui annonçait qu'il serait tué par son petit-fils s'était estompé. Par accident, il s'avança sur le terrain du jeu de palais, sans voir les joueurs, juste au moment où Persée lançait un des anneaux de bronze. L'anneau le percuta, et il fut tué sur le coup. Tué par son petit-fils, juste comme l'oracle l'avait annoncé. La prophétie était accomplie. Après ces événements, la tradition ajouta encore bien des exploits au palmarès de Persée. Il serait devenu roi et aurait fondé la cité de Mycène, la plus puissante des cités de la Grèce ancienne de l'âge du bronze, avant l'époque classique. Persée fut le plus grand héros de la mythologie grecque, selon beaucoup, et l'un des plus anciens, égalé plus tard seulement par Héraclès, Hercule, qui était d'ailleurs de sa famille. Hercule était le demi-frère de Persée, car lui aussi était un fils de Zeus, et également son arrière-petit-fils, à travers sa mère. Zeus n'a pas été le seul dieu à engendrer des héros. Poséidon, le dieu des mers et des chevaux, en a eu, lui aussi. Et notre histoire suivante est celle d'un fils de Poséidon, Thésée, celui qui a voyagé en Crète et affronté le Minotaure dans les entrailles du labyrinthe. Cette histoire est aussi très ancienne. Elle date d'avant l'ascension d'Athènes comme l'une des plus puissantes villes grecques. Et elle commence en fait sur l'île de Crète. Alors voyons de quoi il en retourne. Il y a très longtemps, plusieurs générations avant la guerre de Troie, il y avait un puissant roi de Crète, appelé Minos. Il gouvernait non seulement la Crète, depuis son palais, à Knossos, mais aussi les îles de la mer Égée,
qu'il avait conquis avec sa puissante marine de guerre. Mais derrière son pouvoir et sa gloire, il y avait une malédiction, une tragédie. Bien des années avant, quand Minos luttait contre ses frères pour hériter du trône de Crète, avant que son règne ne commence, il avait imploré Poséidon de l'aider à prendre le pouvoir. Ses prières avaient été entendues, et Poséidon lui avait accordé son soutien, ce qui lui avait permis de devenir roi. Comme symbole de ses faveurs, Poséidon avait envoyé à Minos un taureau blanc comme neige, que le nouveau roi de Crète devrait sacrifier en son honneur, une fois monté sur le trône. Mais le taureau était si beau, si unique, que Minos ne pouvait pas se résoudre à le sacrifier. Alors il oublia sa promesse, et à la place, il sacrifia un taureau plus ordinaire. Poséidon vit parfaitement la manœuvre, et il en fut très offensé. Alors, en punition, il fit en sorte que la femme de Minos tombe amoureuse du taureau blanc. C'était absurde et contre nature. Mais la reine ne put pas résister à son attraction surnaturelle pour l'animal, et elle s'accoupla avec le taureau. De cette relation improbable naquit un monstre, un hybride d'humain et de taureau, le Minotaure. Il avait le corps d'un homme, surmonté de la tête d'un taureau. La reine, qui était toujours sous l'emprise de Poséidon, prit soin de son enfant monstrueux. Mais le Minotaure grandissait vite, en taille et aussi en férocité. Il devint un danger pour sa propre mère. La créature ne se nourrissait que de chair humaine, et donc elle ne pourrait jamais vivre parmi les humains. Minos ne savait pas quoi faire. Tuer le Minotaure pourrait rendre Poséidon encore plus furieux. Alors il alla à Delphes consulter l'oracle d'Apollon pour y chercher une solution. L'oracle lui recommanda de construire une structure, un édifice, qui pourrait contenir le monstre sans le tuer. À la cour de Minos, il y avait un architecte de talent, Dédale, et Minos lui demanda de concevoir et de construire un gigantesque labyrinthe qui isolerait et contiendrait le Minotaure. Et ainsi fut fait. Le labyrinthe fut construit sous le sol, près du palais de Minos, et le monstre y fut placé. C'était un gigantesque réseau de couloirs et de salles enchevêtrées, dans lequel quiconque perdait son chemin. Malgré cette malédiction de Poséidon, qui avait conduit à la construction du labyrinthe, Minos connaissait un règne fructueux, avec de grandes victoires. Il contrôlait toute la Crète, et il était parti en guerre contre les Grecs, les nombreux royaumes et cités grecques, y compris Athènes. Un de ses fils avait été tué au combat contre les Athéniens, et pour prendre sa revanche, Minos avait attaqué Athènes et gagné. Comme tribut, pour rétablir la paix, il avait exigé que tous les 7 ans, Athènes lui envoie 14 de ses habitants, jeunes et beaux, 7 jeunes filles et 7 garçons, qui seraient offerts en pâture au Minotaure pour le nourrir et le calmer. Les jeunes Athéniens étaient jetés dans le labyrinthe et finissaient soit tués par le Minotaure, soit perdus et victimes de la faim et de la soif.
Les Athéniens avaient choisi de sélectionner ces 14 victimes tous les 7 ans, au hasard, par tirage au sort. Et donc, quand l'année du tribut revenait, toutes les familles athéniennes vivaient dans la terreur de voir leur fille ou leur fils tirés au sort et envoyés en Crète. Une première fois, un navire partit avec 14 victimes qui ne revinrent jamais. Et 7 ans plus tard, un autre groupe de 14 autres fut envoyé à la cour de Minos. Mais la troisième fois que ce cycle de 7 ans se répétait, pour la première fois, un homme se porta volontaire pour être l'un des 14, Thésée. Thésée était récemment arrivé à Athènes, mais il avait des liens avec la cité. Avant sa naissance, le roi d'Athènes, Égée, s'était rendu dans le royaume de Trézène, où le roi de Trézène lui avait offert sa fille. Égée était marié à Athènes, mais il n'arrivait pas à avoir de fils. Alors il essaya avec elle. Et effectivement, pendant son séjour, elle tomba enceinte, mais pas de lui. Elle tomba enceinte de Poséidon. Alors Égée, déçu, l'abandonna à Trézène et rentra à Athènes. Mais avant de partir pour rentrer chez lui, il cacha ses sandales et son épée sous un énorme rocher. Et il déclara que si un jour l'enfant à naître pouvait déplacer le rocher pour les récupérer et les lui rapporter, il l'adopterait et l'accepterait comme son fils de plein droit. Quelques mois plus tard, Thésée naquit, fils de Poséidon et de la princesse de Trézène. Il fut élevé par sa mère et instruit des circonstances de sa conception, à l'époque où le roi Égée était à Trézène. Alors un jour, Thésée essaya de déplacer le rocher. Grâce à la force qu'il avait héritée de son père, Poséidon, il y parvint. Et après mûre réflexion, équipé des sandales et de l'épée d'Égée, il décida de prendre le roi d'Athènes au mot. Il irait à Athènes pour se faire reconnaître comme son fils et, par conséquent, comme héritier du trône d'Athènes. Donc Thésée avait voyagé de Trézène jusqu'à Athènes, en vivant des aventures sur le chemin, des épreuves dont il avait triomphé avec l'aide d'Athéna, qui veillait toujours sur les héros. Il était arrivé à destination, mais il n'avait pas révélé qui il était, ni pourquoi il était là. Égée lui avait offert l'hospitalité, mais il s'interrogeait sur ce jeune homme venu de Trézène, qui lui rappelait sa brève aventure là-bas, il y avait bien des années. L'arrivée de Thésée n'était pas non plus passée inaperçue. Il avait attiré l'hostilité de la femme du roi, Médée, une puissante magicienne. Grâce à ses pouvoirs, elle savait ce qui était arrivé autrefois à Trézène. Et qui était Thésée. Mais elle aussi avait un fils, Médos, qu'elle espérait placer sur le trône à la mort d'Égée. Si Thésée était adopté par Égée, devenant le seul fils du roi, il deviendrait l'héritier à la place de Médos. Et donc elle voulait l'éliminer. Thésée n'était pas seulement fort et courageux, il comprenait aussi la politique et les jeux du pouvoir. Il savait que pour prétendre être accepté par les Athéniens un jour, comme fils d'Égée et comme héritier, il devrait prouver sa valeur. Et c'est pour ça qu'il s'était proposé pour faire partie des 14 jeunes qui allaient être envoyés en Crète.
Athéna lui avait inspiré cette idée, cette opportunité de s'illustrer en montrant sa bravoure et en mettant fin à ce sacrifice cruel qui se reproduisait tous les 7 ans. Égée avait commencé à comprendre que Thésée était peut-être bien cet enfant, ce fils qui pourrait prendre sa succession, même s'il n'était pas son fils biologique. Mais il le laissa partir vers son destin, en espérant de tout son être le revoir victorieux pour l'adopter et l'aimer comme son fils. Avant son départ, Thésée annonça qu'il partirait pour la Crète avec une voile noire, et que s'il rentrait victorieux, son navire arborerait une voile blanche. Les 14 jeunes montèrent à bord. Ils furent dépouillés de toute arme, mais bien traités. En tant que futurs sacrifiés, ils seraient honorés en Crète avec un banquet, avant d'être jetés en pâture au Minotaure dans le labyrinthe. Alors, à leur arrivée, en Crète, les 14 Athéniens, dont Thésée, furent reçus au palais de Minos, à Knossos, et présentés à la cour. Minos avait une fille, la princesse Ariane, qui avait bon cœur et qui se lamentait du sort qui attendait les Athéniens. Quand elle vit Thésée parmi eux, elle se sentit attirée par lui, de façon presque incontrôlable. Est-ce que ce fut un coup de foudre, ou le résultat d'une intervention divine? Personne ne l'a jamais su. Mais le jour même où Thésée arriva à Knossos, elle en tomba amoureuse, et elle résolut de tout faire pour le soustraire à la mort qui l'attendait dans le labyrinthe. Cette nuit-là, pendant le banquet, en secret, elle emmena Thésée à l'entrée du labyrinthe. Le jeune homme s'était aussi épris d'elle, et il promit que si il s'en sortait vivant, il l'emmènerait loin de Crète avec lui. Elle lui donna une pelote de fil, et elle lui conseilla de l'utiliser pour éviter de se perdre dans le labyrinthe. Et elle lui donna aussi des armes pour qu'il puisse affronter le monstre. Dès qu'il entra dans le labyrinthe, il accrocha le fil près de l'entrée, et il commença à explorer l'endroit, toujours connecté à l'entrée du labyrinthe par ce fil d'Ariane. Après des heures d'exploration, il trouva le Minotaure endormi au cœur du labyrinthe. Le monstre était aussi terrifiant que le disait la légende, haut de 2 mètres, avec la tête d'un taureau, surmonté d'énormes cornes. Le Minotaure se réveilla, et un combat acharné s'engagea. Après des heures de lutte épuisante, finalement, Thésée vainquit la bête, et il l'acheva. Ensuite, en utilisant le fil qu'il avait déroulé au cours de son exploration, il trouva son chemin vers la sortie et émergea du labyrinthe, victorieux, alors que l'aube se levait sur cette nuit de terreur dans l'antre du Minotaure. Ariane l'attendait encore à l'entrée, priant pour qu'il revienne, et ensemble, ils retournèrent au palais où ils libérèrent discrètement les 13 autres Athéniens. Tous les 15 s'enfuirent vers la côte. Ils prirent la mer sur leurs voiliers, et ils mirent le cap sur Athènes, laissant derrière eux la Crète pour toujours. Ces épreuves avaient épuisé Thésée, et alors qu'il approchait d'Athènes, il oublia de changer la voile du noir au blanc pour annoncer son retour victorieux. Depuis une falaise, sur le rivage, le vieux roi Égée scrutait l'horizon, espérant le retour du voilier et de sa voile blanche. Mais quand il vit la voile noire poindre à l'horizon,
il crut que Thésée était mort. C'était trop pour son vieux cœur, et il se lança de la falaise pour s'abîmer dans la mer, où il disparut. La mer qui désormais porte son nom, la mer Égée. Thésée revint malgré tout en héros et devint roi d'Athènes. Il vivrait encore d'autres aventures, sur lesquelles on reviendra peut-être une prochaine fois, pour parler de ses aventures avant et après celles du labyrinthe. Comme pour d'autres figures mythologiques, il aurait pu y avoir une personne réelle derrière le personnage de Thésée, comme par exemple pour le personnage de Gilgamesh en Mésopotamie, dont je vous ai parlé récemment dans un autre épisode. L'existence d'un Thésée historique n'est pas prouvée, mais certains pensent qu'il pourrait être inspiré d'un homme réel, peut-être un roi, qui aurait vécu autour du 9e ou du 8e siècle avant Jésus-Christ, à la fin de l'âge de bronze. Après quoi la tradition et différents auteurs auraient brodé et ajouté des aventures pour en faire un héros mythologique. L'épisode du labyrinthe est le plus célèbre de ses exploits, et il continue à inspirer des histoires. Je suis sûr que vous avez reconnu certains stéréotypes dans cette histoire, certains tropes qui existaient sans doute déjà depuis longtemps. Des éléments narratifs comme le fils perdu qui retrouve son père, les jeunes offerts en sacrifice pour préserver l'ordre social. Toute une littérature moderne pour adolescents s'inspire encore de ça, à commencer par Hunger Games. Ou encore le héros sauvé par l'amour d'une femme, ou le symbolisme du labyrinthe. Un lieu sombre et souterrain, où on se perd, et où guette un monstre mystérieux. Une formule qui peut aussi être une métaphore pour l'esprit humain. C'est pour ça qu'elle a suscité beaucoup d'interprétations psychologiques. Et elle est peut-être un des aspects du mythe du labyrinthe qui le rendent aussi attirant ou aussi marquant. Il me reste encore une petite histoire à vous raconter pour terminer. Celle de Prométhée, le mythe de Prométhée. Celui-là date d'encore bien avant les époques de Persée et Thésée, quand notre monde était encore jeune et que les humains vivaient dans un état de dénuement total. Le monde était dominé par les titans et les dieux, les premiers êtres intelligents à émerger du chaos primitif et à se reproduire. À cette époque, des hommes peuplaient déjà le monde, mais ils n'étaient pas très différents des animaux. Ils ne connaissaient pas la civilisation, ni les vêtements, ni le feu. Ils ne fabriquaient rien de leurs mains. Et comme ils n'avaient reçu que très peu de cadeaux de la nature, ils étaient des proies faciles pour les animaux sauvages. Ils n'avaient pas de griffes, d'ailes, de crocs ou de fourrures pour se battre, pour s'enfuir ou pour se tenir chaud. Les dieux ne s'intéressaient pas vraiment à ces pauvres créatures qu'étaient les hommes. En fait, leur principale préoccupation était leur lutte intestine. Pendant 10 ans, la guerre des titans et des dieux avait fait rage à cette époque entre ces deux grandes races de créatures divines, les titans d'un côté et les dieux de l'Olympe de l'autre, emmenés par Zeus. Ils eurent une série de batailles qui dévastèrent la terre, où leur pouvoir se déchaînait. Dans cette guerre, un des titans, Prométhée, changea de camp. Il s'allia avec Zeus et aida les dieux olympiens à triompher. À la fin de la guerre, les titans vaincus furent enchaînés sous la terre ou punis,
et les dieux devinrent les maîtres incontestés du monde. Pour prix de son soutien, Prométhée fut laissé libre et fut invité à vivre avec les dieux. Mais le dernier titan en liberté désapprouvait cette indifférence des dieux à l'égard de l'humanité. Or, les dieux n'avaient pas seulement des pouvoirs et l'immortalité. Ils détenaient aussi des secrets qu'ils gardaient jalousement et n'auraient partagés à aucun prix, de peur que d'autres les utilisent pour s'élever et menacer leur suprématie. Ces secrets incluaient les secrets du feu, de la technologie, de la connaissance du monde, et plus généralement de la culture et de la civilisation. Prométhée était un marginal parmi les dieux, et comme il s'était retourné contre sa propre famille, il était vu par eux avec suspicion. Un jour, il décida d'aider l'humanité pour laquelle il avait conçu de l'affection. Et en profitant que les dieux ne regardaient pas, il vola le secret du feu et descendit sur terre pour le partager avec l'humanité. Ce secret du feu changea tout pour les hommes. Avec lui et tous les objets qu'il permettrait de fabriquer, la sécurité et la puissance qu'il apporterait, les découvertes d'autres secrets qu'il rendrait possibles, les hommes seraient appelés à dominer la nature. Le feu apportait la technologie, l'artisanat, la science. L'absence de peau épaisse ou de fourrure des humains pourrait être compensée par des vêtements qu'ils fabriqueraient. L'absence d'armes naturelles, comme celle des prédateurs, serait compensée par des armes encore bien plus efficaces que des griffes ou des crocs que les hommes forgeraient. Avec la culture, la civilisation, ils pourraient vivre en groupes plus grands, se spécialiser et multiplier encore leur pouvoir. Avec ces outils basiques qu'étaient le feu et la technique, ils s'élèveraient vers toujours plus de connaissances, de puissance, et aussi vers des vies plus riches matériellement et culturellement. Mais les dieux étaient jaloux, et quand le vol du feu par Prométhée fut découvert, leur colère n'eut pas de limite. Zeus le condamna à un supplice éternel. Pour sa transgression de la loi divine, il serait enchaîné sur une montagne, et chaque jour, un aigle, l'emblème de Zeus, descendrait du ciel pour lui dévorer le foie, qui se régénérerait chaque nuit dans un cycle éternel. Voilà le prix que Prométhée paierait pour l'éternité, pour avoir permis que l'humanité progresse et commence à dominer la nature. Cette histoire est la base du mythe de Prométhée. Dans certaines traditions, autour de la Grèce, il y a des variantes. Dans certaines, Prométhée est libéré des siècles plus tard par Hercule. Avec le passage des siècles, le mythe passe de la Grèce aux Romains, et il est resté très connu jusqu'à notre époque, probablement à cause de sa richesse de sens et de son universalité. Pourquoi richesse de sens? Ce mythe parle avant tout de la condition humaine, du mélange d'animalité et de sociabilité et de culture qui nous caractérise. Il parle aussi de la connaissance et de la technologie qui nous font prospérer, mais qui peuvent aussi avoir un côté sombre, le risque d'aller trop loin et d'entraîner des conséquences néfastes. La technologie, le pouvoir sur les choses, c'est différent de la sagesse. Les Grecs faisaient clairement cette distinction. Prométhée nous a fait un cadeau terrifiant, et pour ça il a été puni par des pouvoirs supérieurs.
de la même façon que l'humanité pourrait être punie par la nature si elle outrepasse les limites et que sa technologie se retourne contre elle. Donc ce mythe de Prométhée apparaît assez ambivalent, à la fois comme un souffle d'optimisme, une célébration de la capacité de l'humanité à s'élever, en faisant toujours plus de découvertes et en domestiquant un monde qui lui était autrefois très hostile. Mais aussi c'est un avertissement. Le désastre et la punition peuvent être tapis dans l'ombre pour ceux qui outrepassent les limites et violent des lois, qu'elles soient celles des dieux ou de la nature. Au cours des siècles, depuis l'Antiquité, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, ce mythe a été embelli et étendu par différents auteurs qui ont apporté des éléments comme par exemple la création de l'humanité à partir d'argile. Prométhée aurait protégé l'humanité parce qu'il en était aussi le créateur. Et ces stéréotypes, comme le vol du feu, la punition éternelle, la création des hommes à partir de terre ou d'argile, ce sont des choses qui semblent être apparues spontanément dans différentes cultures autour du monde. On en trouve la trace dans des mythes grecs, bien sûr, mais aussi sumériens, japonais, polynésiens. Ils reviennent dans différentes histoires et différentes cultures. Ça ne veut pas dire que ces cultures étaient nécessairement en contact. L'archéologie nous informe qu'elles ne l'étaient très probablement pas, mais plutôt que ce sont des éléments narratifs récurrents, des tropes, qui ont tendance à apparaître spontanément, sans doute parce qu'ils résonnent avec notre condition et notre expérience de la vie. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. Si vous n'avez pas encore sommeil, je vous invite à choisir un autre épisode, une autre aventure de la bibliothèque des rêves. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.